le quatrième chapitre et le dernier de cette première partie, l'Union européenne qui nous protège des marchés concurrents et du reste du monde. C'est l'idée de l'Europe qui fait le poids, vous savez, on vous dit ensemble on est plus fort. C'est l'argument complètement bateau et complètement bidon. L'union fait la force. Mais l'union fait la force quand tout le monde tire dans le même sens. Chacun tire de son côté, il n'y a pas beaucoup de force. Ça c'est monsieur Delors. Il nous faut une véritable union politique de l'Europe. C'est le seul instrument pour maîtriser la mondialisation. C'est assez énorme dans le sens où c'est à la fin des années 80, dans les négociations à l'OMC, que l'Union européenne et les États-Unis, main dans la main, ont amené tout le processus de mondialisation et de déréglementation totale. Et après, il y a monsieur Delors qui vient nous dire que l'Union européenne est le seul rempart face à la mondialisation, alors que c'est eux qui l'ont amené. Faire l'Europe, c'est faire le poids. Ça, c'était la campagne du Parti socialiste pour Maastricht. Sous-entendu, regardez, on va faire le poids. Alors à l'époque, c'était les Japonais. Maintenant, c'est les Chinois. On dit on va faire le poids contre les États-Unis et le Japon. C'est d'autant plus énorme que si vous connaissez un peu la genèse de la construction européenne, ça s'est toujours fait main dans la main avec les États-Unis. On vous dit on va faire l'Europe pour faire le poids face au reste du monde, et ici symbolisé par les États-Unis et le Japon. Et enfin, M. Sarkozy, encore une fois, nous sommes capables de coexister, de fraterniser, de défendre nos justes intérêts ensemble face au reste du monde, et même de promouvoir un modèle de civilisation européenne. Donc il y a encore l'idée de l'Europe, cet océan de paix qui va nous protéger du reste du monde. Sauf qu'il y a deux articles qui sont intéressants dans les traités, toujours sur le traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est l'article 32 et l'article 63. Pourquoi ils sont intéressants ? Donc l'article 32, donc je vais vous passer le début, nous dit la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Si vous voulez vraiment faire une Europe qui serait une puissance et qui serait protégée face au reste du monde, pourquoi dans cet article vous mettez que vous voulez une promotion des échanges commerciaux entre les pays membres et que vous n'arrêtez pas là? Non, vous dites avec les pays tiers. C'est-à-dire que vous ouvrez l'Europe à tout le reste du monde. Je ne vois pas où est la protection. L'alinéa B est intéressant aussi parce qu'on nous dit que l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force de compétitivité des entreprises. Bah forcément, quand vous faites produire votre textile au SMIC à 9 € de l'heure dans les Vosges, et qu'ensuite vous le faites produire en Chine à 2 € de l'heure et que vous le réimportez en France et que vous le vendez au même prix, bah vous avez accru la force compétitive de vos entreprises. La marge n'est pas la même. Et donc après, c'est tous les détails, etc. Éviter les troubles sérieux de la vie économique des États membres, on va voir que c'est réussi, etc. etc. L'article 63, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est au niveau de la libre circulation des capitaux. Parce que non seulement il y a les marchandises, effectivement, la marchandise, c'est que vous pouvez importer un produit qui vient d'un autre pays, mais ça ne veut pas dire qu'une entreprise, par exemple française, une entreprise européenne, peut partir s'installer ailleurs, parce que s'il y a un contrôle des capitaux, ça veut dire qu'à partir d'une telle somme, vous devez en référer au ministère de l'économie et à l'État et dire que vous voulez virer telle somme. Il doit y avoir une autorisation des pouvoirs publics avant que ça puisse se faire. Sauf que quand il y a une libre circulation des capitaux, il n'y a plus du tout besoin d'autorisation. Vous pouvez transférer votre argent n'importe où sans l'autorisation de personne. Encore une fois, si vous voulez faire une Europe puissance, vous vous dites on va faire une libre circulation, un marché européen, un grand marché commun européen, et on va faire une libre circulation des capitaux au sein de cet espace européen. Sauf que quand vous lisez les traités, on nous dit toute restriction au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Donc c'est-à-dire, ça veut dire quoi cet article? C'est le feu vert complet aux délocalisations. Ça veut dire que vous pouvez virer n'importe quelle somme d'argent dans un pays tiers. C'est-à-dire que votre usine PSA, qui était par exemple, on l'a vu, à Aulnay, vous pouvez la virer en Slovaquie sans en référer à personne et personne n'a rien à dire parce que vous n'avez pas ce contrôle des mouvements de capitaux. Vous avez votre usine Renault qui était en France qui peut aller produire par exemple au Maroc.
Donc c'est ce qu'on voit, donc c'est la même chose sur les restrictions de paiement, donc à chaque fois entre les pays membres et les pays tiers. Effectivement, on voit que c'est une grande protection de l'Europe par rapport au reste du monde. Les délocalisations, on en voit beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure du textile et l'exemple des Vosges. Il faut savoir que le déficit commercial de l'Europe avec la Chine s'élève à 200 milliards d'euros. Si vous regardez un peu dans les magasins, vous vous baladez, maintenant c'est très très dur de trouver un seul vêtement fabriqué en France. Il faut vraiment se battre et il faut rechercher pour trouver un vêtement. Tout est made in China. Maintenant, même la Chine est trop chère. C'est du made in Bangladesh ou autre. À chaque fois, on va au moins 10 ans parce qu'effectivement, quand vous ouvrez tout et que vous ne mettez aucune restriction, c'est beaucoup plus intéressant. Votre t-shirt que vous vendez 15 euros, s'il vous coûte 10 euros à produire en France et qu'il vous coûte 50 centimes au Bangladesh, effectivement, vous avez tout intérêt à aller le produire au Bangladesh. Intéressante cette citation, c'est le frère de Sarkozy, Guillaume Sarkozy. C'est quand même assez énorme ce qu'il va nous dire. Je suis fier d'être un patron industriel qui délocalise, assez de faux semblants, la perte d'emploi, la déstabilisation industrielle, c'est normal, c'est l'évolution. J'aimerais bien qu'il assume ses propos avec son frère qui est revenu en politique et qui nous tienne le même discours, avant que Nicolas Sarkozy aille dans les Vosges et qu'il tienne ce discours, ça serait intéressant. Un exemple marquant aussi, c'est le Jabi. Vous savez, c'est fabricant de soutien-gorge le Jabi qui produisait en France. Maintenant, c'est parti, ça va être fabriqué en Tunisie, parce que forcément, c'est beaucoup moins cher de produire en Tunisie qu'en France. Renault au Maroc, ça je vous en ai parlé. Donc voilà, Renault qui inaugure son usine au Maroc, mais c'est pas une usine au Maroc en plus pour le marché marocain. C'est une usine au Maroc pour, évidemment, revendre après dans les pays européens. Le secteur automobile est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a 1,1 million en 6 ans de moins de véhicules produits en France. Donc après, vous pouvez vous dire, c'est que le marché de l'automobile va moins bien, donc forcément, il y a moins de production. Mais non, parce qu'il y a eu, dans le même temps, en 5 ans, 531 000 véhicules produits en plus par les producteurs français. Sauf qu'il y a des véhicules produits en plus, mais ils ne sont plus produits en France. On voit que maintenant, il y a un tiers de la production mondiale de PSA et de Renault seulement qui est faite en France. Pour être honnête, c'est beaucoup plus Renault d'ailleurs qui a délocalisé que PSA. C'est vrai que PSA était en difficulté parce que par rapport aux autres, PSA a très peu délocalisé jusqu'à peu de temps. Et ils commencent à le faire parce que forcément, ils sont beaucoup moins compétitifs que les autres qui produisent dans des pays à bas coût. C'est la règle. Donc PSA, dans ce cadre de libre-échange total et de non-restriction des échanges des mouvements de capitaux, est obligé de faire comme les autres et de suivre. Tout à l'heure, je vous parlais d'euthanasie des routiers. On peut parler vraiment d'euthanasie de l'industrie en France. C'est tiré du livre d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Toll, Le mystère français, de 2013. Ça, c'est l'industrie française en 1968. Donc, vous voyez la carte. La densité, grosso modo, plus c'est foncé, plus c'est proche du marron. C'est-à-dire que plus il y a de production industrielle dans le pays. Ça, c'est 1968. Ça, c'est 2008. C'est vraiment un désert industriel français. Ça me parle particulièrement parce que moi, par exemple, je viens de la Nièvre. Vous voyez que c'était un département qui était quand même relativement industriel. La Nièvre en 1968, la Nièvre en 2008. Le désert. Et c'est particulièrement important. Pourquoi ? Donc, d'une part, parce que l'industrie, c'est comme au niveau d'une économie globale d'un pays, c'est le secteur qui fait le plus de gains de productivité. Donc, qui dit plus de gains de productivité, dit potentiellement le plus de hausse de salaire, parce qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment dans des métiers, par exemple de services ou autres, des salaires où il y a très peu de gains de productivité. Donc, c'est important d'un point de vue salarial, mais c'est surtout important d'un point de vue de l'emploi, parce qu'il faut savoir que statistiquement, pour un emploi industriel, il y a au minimum 2 à 3 emplois de services annexes qui sont liés à cet emploi industriel. Le mythe de l'économie de service qu'on nous a vendu sur le modèle anglais dans les années 80, c'est un mythe parce que tout service repose in fine sur de l'industrie ou sur quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir une économie que de services. Et les vraies richesses in fine, ce qui découle, ce qui amène des services derrière, évidemment, c'est l'agriculture et c'est l'industrie. Vous pouvez vous dire assez égoïstement, fondamentalement, si vous avez fait des études ou autre, c'est que les emplois dits non qualifiés qui partent à l'étranger, mais on voit que les délocalisations, contrairement à ce qu'on croit, ça touche de plus en plus de secteurs, et pas seulement, par exemple, les usines. On voit des grandes banques françaises qui délocalisent, par exemple, également.
Vous voyez 750 personnes de BNP au Portugal, Société Générale, 3000 personnes en Inde, la BNP en Inde, 1400 personnes. Crédit Agricole CIB, c'était cet article des Échos qui va économiser 130 millions d'euros via des délocalisations et externalisations. Donc évidemment, ils ne vont pas forcément au Luxembourg, ils vont en Inde, à Singapour, au Portugal, en Roumanie et en Algérie. La libre circulation des mouvements de capitaux dont je vous parlais, c'est dans les deux sens. Effectivement, ça permet ça le feu vert aux délocalisations, vous pouvez amener votre argent, vous le déplacez, vous le mettez en Chine, vous faites une usine. Mais à contrario, quand vous avez une protection des mouvements de capitaux, un contrôle d'échange, vous pouvez aussi bloquer les mouvements entrants. C'est-à-dire que même si ça ne vous appartient pas, c'est un propriétaire privé. Avant, quand il y avait un contrôle des mouvements de capitaux, quand il y avait un propriétaire étranger qui voulait racheter, je ne sais pas, si quelqu'un voulait racheter le château de Versailles, l'État a le droit de dire non. Parce que c'est les flux entrants et les flux sortants. On voit un pillage du patrimoine national français à ce niveau-là. Là, ça me touche particulièrement. Pareil, c'est la Bourgogne. C'est le château de Gevrey-Chambertin. C'est un des grands crus de Bourgogne. Ça a été racheté par un milliardaire chinois qui a fait fortune dans les casinos à Macao. Il l'a racheté 8 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que le château, on le savait, était en vente, mais il y avait des viticulteurs locaux qui ont essayé, qui voulaient sauver le château. Ils se sont regroupés, ils ont fait une collecte, et ils sont arrivés, ils ont pu lever 4 millions d'euros. Sauf que le chinois, il est arrivé, il a mis les 8 millions d'euros, et forcément, nos petits viticulteurs bourguignons, ils ne pouvaient pas suivre. Et donc, ils ont racheté le château de Gevrey-Chambertin. On parle beaucoup du Qatar, vous savez, c'est nos grands amis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est les grands amis maintenant de la diplomatie française. Pareil qu'on lutte contre le terrorisme, mais on accepte les financements du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Le Qatar, ils rachètent tous les palaces à Paris, ils rachètent la France petit à petit. Par exemple, il y a les exemples marquants du Martinez à Cannes, et du Concorde Lafayette à Paris. Vous voyez, si on n'est pas bien dans le Concorde Lafayette de Paris, ça a été racheté par les Qataris. Il faut savoir aussi que le Qatar a tout un tas de parts dans les grandes entreprises françaises. Ici, il y a quelques exemples que je vous donne. Donc Total 3%, Vinci 7%, Lagardère 12%, Veolia 5%, LVMH 1%, Vivendi 3%. Et enfin, on est à Paris. Il faut savoir que le Qatar, comme vous le savez tous, a également rachète des clubs de foot. C'est pour l'image. Le Qatar investit beaucoup dans le sport, donc ils ont racheté le Paris Saint-Germain.